Tiens, bien le bonjour à vous. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour connaître l'envers du décor d'un autre dessin animé que vous aviez adoré? Eh bien, ça tombe bien, car je voulais justement vous en parler d'un que j'en suis sûr et certain que vous connaissez. Et, je l'avoue, la fin m'avait un peu laissé sur ma faim. Oui, jeu de mots stupide. Désolé, excusez-moi. Je m'explique pour cela juste après. Bien sûr, vous l'avez vu dans le titre, il s'agit de la famille Pirata. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, car oui, le dessin animé n'a pas une grande diffusion, de 99 à 2004, c'est-à-dire 5 ans. Oui, ça paraît bien, mais 5 ans pour un dessin animé, c'est assez court d'une certaine façon. Je ne prendrai qu'un seul exemple pour faire une comparaison, les Spies. Ça par contre, ce dessin animé, c'est immortel. Et pourtant, est-ce que ça le mérite vraiment? Mais passons. Pour ceux qui ne connaissent pas la famille Pirata, résumé rapide. Dans cette série, nous suivons les aventures de la famille Matt Bernick. Des pirates, bien sûr. C'est un peu le titre de la série. Et cette petite famille composée de 4 membres. La mère, Lucille Matt Bernick. Le père, Victor Matt Bernick. Le fils, Bigorneau. Et la fille, Scampi. Ils vivront diverses aventures variées, qui passeront par le train-train quotidien de vous et moi, à quelque chose d'un peu plus fantastique. Voilà, c'est le résumé le plus rapide qu'on peut faire sur cette série. Je vous l'avoue que, scénaristiquement parlant, c'était un peu le bordel. On ne cessait de se prendre le chou en disant « Est-ce qu'on doit faire quelque chose de très fantastique, de les faire vivre en mer, voyager d'île en île, découvrir des trésors, enfin bref, le truc de pirate. Ou alors, non, leur faire vivre une vie ordinaire, mais en version piraterie. » Et c'était compliqué, très très compliqué. Bon, pour tous ceux qui ont vu la série, j'imagine que vous avez déjà dû remarquer plusieurs fois que certains épisodes sont très différents des uns des autres par rapport à ça. Certains étaient parfois complètement à l'opposé du précédent. Mais que voulez-vous, on voulait travailler l'ambiance, c'est tout. On essaie d'exploiter à fond ce système. De plus, Pirates des Caraïbes est sorti pile au moment de la diffusion, en 2003. Alors oui, les pirates étaient à l'honneur à cette période. Pour ceux que ça intéresse, la série est très intéressante, mais je vous préviens tout de suite, ça vaut pas One Piece non plus, faut pas abuser. Mais attention, je fais un petit spoil maintenant, car j'ai justement besoin de vous parler de la fin pour vous parler d'un projet que j'avais travaillé, mais qui malheureusement n'a jamais vu le jour. Dans le dernier épisode, Victor Matt Bernick, le père, joue à un petit jeu de grattage sur le dos d'une boîte. C'était une boîte de pâté pour chien, non, de pâté pour crocodile, c'est ça. Oui, j'avais oublié ce détail, ils ont un crocodile en guise d'animal de compagnie. Crocodile qui s'appelle bien sûr sac à main. Pour tous ceux qui n'avaient pas compris la blague étant plus jeunes, eh bien, des sacs à main, ça se fait aussi avec de la peau de crocodile. Voilà, vous avez compris? Oui, c'est de l'humour noir, je sais. Mais cette blague vient de moi, et j'en suis très fier. Enfin bref, après avoir plusieurs fois tenté sa chance, Victor arrive enfin à gagner le gros lot. Ce qu'il pense être à ce moment, une immense villa sur son île privée. Alors tout du long de l'épisode, toute la famille vend ou donne leurs affaires, pensant que cela ne leur servira plus. Que ça soit leurs meubles ou même la maison, il ne leur reste plus rien. Il me semble qu'il y avait aussi une autre histoire dans cet épisode, une histoire de soins psychiatriques qu'avait mis la mère en place, mais ça n'a aucune importance pour la suite. Donc, je vais rapidement passer ce passage. À la toute fin de l'épisode, toute la famille monte dans leur bateau, et ils partent en disant au revoir à tous les habitants de l'île de la Tortue, l'île où ils habitent, en s'imaginant ne plus jamais les revoir. Celui-ci est accompagné par un petit pic, qui est lancé par leur voisin et ennemi, Erwin le requin. Mais lorsque la famille Matt Bernick arrive sur l'île, malheureusement ils s'aperçoivent qu'ils n'ont fait que gagner une boule à neige, et que l'immense palace est un gîte, qu'ils doivent payer la journée. La famille quitte l'île et ne retourne pas sur l'île de la Tortue. Victor Matt Bernick, par principe, décide de vivre sur son bateau avec toute sa famille, et de voguer jusqu'à de nouvelles aventures. Avec cette petite question que l'un de ses enfants lui pose à la fin. Je ne sais plus c'est lequel, excusez-moi. Alors, c'est fini nos aventures? Eh oui, sauf si on nous rappelle bien sûr. Enfin, c'était à peu près ça. Excusez-moi, ça fait très longtemps, et j'ai du mal à retrouver mes brouillons. Et attention, petit spoiler, non, il n'y a jamais eu de rappel. On avait commencé à travailler sur une suite. Oui, oui. Mais malheureusement, le public ne l'a pas demandé, alors on a vite arrêté. Maintenant, je vais vous raconter cette suite. Et attention, je vous préviens tout de suite, ça n'avait rien, mais vraiment rien à voir. On changeait littéralement d'ambiance. Pourquoi?
Eh bien, simplement parce que Pirates des Caraïbes, tout simplement. Lorsqu'on avait fini ce dessin animé, Pirates des Caraïbes, premier du nom, la malédiction du Black Pearl, n'était pas encore sorti. Alors sans mauvais jeu de mots, on a voulu voguer sur ce succès. On s'est lancé sur une nouvelle série plus sérieuse, plus mature, adulte, enfin, plus d'action quoi. Pendant les 2 premiers épisodes, la famille restait sur leur bateau et essayait de s'organiser. C'était une nouvelle vie qui commençait pour eux. Il fallait tout réorganiser. Bon, pour ça, je vous passe les détails. C'était surtout un petit rappel de qui était qui dans la série, rien de plus. C'est au 3e épisode que la série commence réellement. La famille accoste sur une île déserte. Ils y passent plusieurs jours. Et par le plus grand des hasards, en fouillant dans une grotte, ils tombent sur un trésor. Mais un immense, immense trésor. Avec celui-ci, la famille reprend un tout nouveau départ. L'île n'étant sur aucune carte et n'appartenant à personne, ils décident donc de se l'approprier. Ils baptisent celle-ci l'île du crocodile, en clin d'œil à Sakama bien sûr. Maintenant devenus très riches, les Madbernic décident de faire construire leur maison sur cette île. Dans un premier temps, ils ne préviennent personne. Ils vont eux-mêmes acheter les matériaux et la construisent au fur et à mesure. Enfin, ils essayent, car, si vous vous souvenez, la famille n'est pas très bon bricoleur, surtout Victor. Principalement Victor. Alors ils prennent finalement la décision de faire venir des maçons. Mais ceux-ci restent sur l'île pour continuer à l'aménager. Les maçons font venir leur famille. Les familles ont besoin d'un magasin, d'une école, d'un véritable port, d'une banque. Et tous ces gens qui arrivent au fur et à mesure, eux aussi, ont besoin de logement. Tout ça financé par les Madbernic, qui de toute façon n'en avaient que faire. Ils avaient tellement d'argent. Pour eux, ça ne représentait rien. Pire encore, Victor avait enfin compris le principe de la propriété. Oui, ils étaient propriétaires de leur maison, mais vu que toute la ville leur appartenait, ils faisaient louer chaque bâtiment, chaque maison, chaque lieu. Chaque mois, leur richesse ne cessait de s'agrandir encore et encore. Et la mère de famille, Lucille, étant très à l'écoute de sa communauté, n'a cessé de rendre la ville meilleure en répondant à la moindre demande des habitants. Les nuits sont trop sombres, plus de lampadaires, aucun souci. L'école devient trop petite pour vos enfants, pas de problème. Et encore plusieurs autres exemples. Oui, sur l'île du crocodile, la vie était très belle, vraiment, vraiment très très belle. Mais malheureusement, à force de faire venir plusieurs personnes sur leur île, certes, beaucoup d'entre eux étaient là pour un nouveau départ et une vie bien meilleure, mais ça restait avant tout des pirates. Et que fait un pirate lorsqu'il veut des richesses? Eh bien, il va les voler. Et non, ce n'étaient pas les habitants de l'île qui l'ont fait. Non, la seule bêtise qu'ils ont fait, eux, c'était de beaucoup trop parler lorsqu'ils allaient voir de la famille sur d'autres îles. Les murs ont des oreilles, les épées sont aiguisées, et les fusils sont chargés. L'île reçut de nombreuses attaques contre des groupes de pirates, et arrivait en immenses bandes très organisées. C'étaient pratiquement tous les habitants d'autres îles qui fonçaient sur celle-ci, et qui tentaient à chaque fois de la dépouiller. La première attaque avait été très très lourde, mais les attaquants n'avaient pas été très loin dans la ville. Ils se sont contentés de détruire un port et rien de plus. Et là, ce fut leur plus grosse erreur. Victor, voyant ce massacre, et ayant très peur pour son paradis, décida d'investir une somme colossale dans la défense. Et il fit construire de très nombreux bateaux, grands, puissants, très bien armés. Il engagea une bonne centaine d'hommes, et dans un premier temps avec sa nouvelle flotte, il ne faisait que défendre ses côtes, rien de plus. Pendant ce temps, la vie continuait sur l'île du crocodile. Les habitants vivaient tranquillement, mais restaient tout de même au courant des attaques. Des attaques qui étaient toujours repoussées, mais qui devenaient de plus en plus lourdes sur la milice de Victor. Milice qu'il rebaptisa les dents du crocodile, mais aussi solides que soient les dents d'un crocodile, à force d'être utilisées régulièrement. Ceux-ci s'épuisent. Quand 50% de la flotte fut coulée, Victor dut se rendre à l'évidence. Certes, ces bateaux étaient puissants, et ces hommes très courageux. Ils ne pourraient pas tenir éternellement, et l'ennemi finirait par les avoir à l'usure. Alors avec ce qui lui restait de sa flotte, il décida de changer de stratégie, et il lança un immense assaut sur l'île la plus proche, celle qui était le plus agressif avec eux. Victor lui-même dirigea l'attaque. Enfin, il était secondé bien sûr, faut pas abuser, ça reste tout de même Victor. Il était certes devenu très riche et avait beaucoup de soldats, ça restait Victor Madbernic. Et c'est à ce moment que la série prenait une autre tournure. Est-ce que vous voyez la scène de combat dans le premier Pirates des Caraïbes? Oui, je suis désolé,
Mais je vous l'ai dit, on était vraiment à fond dedans. La scène où le Black Pearl attaque Fort-Royal, quand tous les pirates descendent dans la ville, et qu'ils se battent contre les soldats et les habitants. Eh bien c'était plus ou moins la même chose, en un peu moins violent bien sûr, et en version dessin animé. Mais c'était pratiquement tout comme. Les dents du crocodile ont attaqué tous les habitants. Les scènes trop violentes étaient masquées, mais grâce à des techniques de hors-champ, on les comprenait très bien. On savait très bien ce que faisaient les soldats lorsqu'ils faisaient tomber quelqu'un par terre. Et qu'on les voyait dos en train de frapper dans le vide. On se doutait bien que c'était les habitants qu'ils frappaient. Après cet immense massacre, les dents du crocodile sortirent victorieux, et avec très peu de pertes. Leur attaque éclair avait été un franc succès, et cette île rivale était très mal organisée. Mais tous les soldats de la milice, étant devenus maintenant très riches, avec tout ce qu'ils avaient pillé, et remplis de vigueur après avoir profité de la vie, si vous avez compris ce que je veux dire. Si c'est pas le cas, c'est pas grave, mais je pense que certains d'entre vous ont compris. Mais bref, disant qu'ils prirent confiance en eux, et ils prirent aussi un très grand goût au pillage, ils demandèrent donc à Victor de recommencer. Ils avaient vraiment hâte de partir sur une autre île, et de recommencer un tel carnage. Il hésita plusieurs jours car pour lui, massacrer d'autres îles ne servait strictement à rien. Justement, cette île ne devait servir que d'exemple. Cela devait envoyer un message sur toutes les mers disant « Si vous essayez de nous attaquer, voilà ce qui vous attendra ». Mais voyant l'immense butin que ce massacre avait rapporté, le moral de ses troupes qui avait augmenté, il finissa par accepter. Mais tout d'abord, il fallait se reconstruire. Il décida d'investir un tiers de la richesse qu'il venait de se rapporter avec ce pillage, c'est-à-dire une très grosse somme d'argent, afin de renforcer sa flotte et de recruter de nouveau. Pendant 1 an, une longue année, des charpentiers venant de partout s'installèrent sur l'île du Crocodile, afin d'aider à construire ces tout nouveaux navires de guerre. Et des dizaines de nouveaux volontaires voulaient s'inscrire dans la milice Les Dents du Crocodile. Quand tout cela fut enfin terminé, Victor relança les assauts sur les îles voisines. Ils étaient de mieux en mieux organisés. Il divisait ses troupes en plusieurs parties pour attaquer l'île de tous les côtés. Le plus gros de sa flotte faisait face à la flotte ennemie, pendant que le reste attaquait immédiatement les villes, afin de leur saper le moral. Les villes voisines tombèrent les unes après les autres. Tous les civils qui n'étaient pas tués sur place étaient invités à rejoindre l'île du Crocodile, afin de vivre une vie meilleure. Oui, Victor avait toujours bon cœur, et il offrait systématiquement un accueil pour tous ceux qui l'acceptaient, aussi bien avant la bataille qu'après. Oui, en gros, ce qu'il proposait, c'était « Fais pas le con, trahis ta patrie et rejoins-nous ». Et cela marchait très bien, beaucoup trop bien même. L'île du Crocodile souffra très rapidement de la surpopulation. Mais ça là-dessus, il n'y avait aucun problème. Les infrastructures des villes étaient repensées afin de construire des maisons sur l'eau. Et pour la nourriture, elle était produite sur les autres îles, celles qui avaient été massacrées en premier. Plus personne n'y vivait. Alors Lucille, la mère de la famille, décida de les transformer en immenses fermes, afin de pouvoir nourrir tout le monde, et de rester complètement autonome. Et non, je vous rassure, tout ça ne se passait pas en 2 ans. C'était très long. Là, on voyait tous les personnages vieillir. En dernier, Victor ne participait plus aux batailles. Et Lucille avait décroché son rôle d'administration. Maintenant, c'étaient leurs enfants, Bigorno et Scampi, qui s'occupaient de cela. Et niveau bataille, Bigorno était bien pire que son père. Il était très jeune quand tout cela avait commencé. Alors il prit très rapidement l'exemple d'un père qui était enfin devenu un meneur, un guerrier et un véritable combattant. Alors lui-même était devenu un grand pirate sans pitié et qui continuait à étendre le pouvoir de son île partout à travers le globe. Il y avait cependant une petite chose que Victor avait toujours refusé de faire. Il ne voulait pas retourner sur l'île de la Tortue, celle qu'il avait vue naître et où il avait passé la majorité de sa vie. Il ne voulait pas leur faire du mal. Mais Bigorno, lui, il n'en avait que faire. Pour lui, ce n'était qu'une île et rien de plus. Il avait à peine 8 ans quand ils l'ont quitté. Et à ce moment de la série, il en avait 38. 30 ans sans revoir cette île. Vous imaginez bien qu'il n'avait plus du tout de souvenirs. Alors sans le dire à son père, lui et sa flotte partirent direction de l'île de la Tortue, qui avait bien changé depuis le temps. En arrivant sur place, il ne reconnut absolument rien d'elle. Bon, c'est vrai, comme je vous l'ai dit, il était très jeune. Mais même à cet âge, on a quand même quelques flashs, quelques images incrustées dans la tête. Mais là, il ne pouvait pas la reconnaître. L'île était complètement fortifiée. Un immense mur protégeait les villes. Des tours de guerre avaient été édifiées ici et là.
et de très puissants navires faisaient régulièrement des patrouilles, pour être sûr que personne ne s'approche de leur côte. Et oui, l'île de la Tortue était parfaitement au courant de ce qu'ils faisaient. Ils s'étaient préparés au combat depuis plus de 30 ans, et là ils étaient plus près qu'ils ne l'avaient jamais été. Bigorneau n'était pas stupide. Voyant ces impressionnantes fortifications, il savait qu'il pouvait les détruire. Sa flotte était colossale. Mais combien de ces navires allaient couler? Combien de ces hommes allaient mourir? Beaucoup trop d'après lui. Ça ne valait peut-être pas le coup. Alors il réfléchit à plusieurs possibilités. Que faire? Foncer dans le tas et risquer la vie de ces hommes? Repartir et faire comme s'il n'avait rien vu? Ou alors tenter de négocier? Il choisit malgré lui la voie de la négociation, car le nouveau dirigeant de la ville avait déjà pris les devants et voulait négocier avec eux. Bigorneau, étant très respectueux de la loi pirate, décida d'accepter l'invitation. Et lorsque lui et sa sœur se rendirent au point neutre, une petite île isolée de tout, il fut très surpris d'être accueilli par quelqu'un qu'il connaissait. Hercule le requin, le fils de leur ancien voisin. Celui-ci fut très ravi de les voir, et il joua immédiatement la carte de la sympathie. À peine était-il arrivé, qu'il les prit dans ses bras en disant « Oh, mes amis, quel plaisir de vous revoir! Vous ne m'avez pas oublié tout de même! C'est moi, Hercule! Qu'est-ce que ça me fait vraiment, mais vraiment plaisir de vous revoir! Dites-moi, qu'est-ce que vous devenez? C'est vrai ce qu'on raconte sur vous? Vous avez étendu un immense empire! Vous avez fait tomber moult et moult îles qui étaient pourtant déclarées comme imprenables! Vous avez dû vivre tellement d'aventures! Racontez-moi, je veux tout savoir! » Scampi et Bigorneau furent très surpris de le revoir. Mais ils jouèrent le jeu et ils discutèrent pendant des heures et des heures. Et après cette longue conversation qui ressemblait surtout à un papotage entre potes, plutôt qu'une vraie négociation, Hercule, sûr de lui, fut le premier à se lancer dans les vraies négociations. Il proposa à Scampi et Bigorneau que leurs 2 îles restent en paix, qu'ils fassent du commerce, qu'ils s'allient pour combattre des ennemis encore plus puissants. Ainsi ils deviendraient les 2 nations les plus craintes et les plus respectées. Cela leur parut honnête, mais pour avoir leur certitude, Hercule exigea une petite chose de leur part. Il était célibataire, et Scampi aussi, et il ne l'avait jamais oublié, jamais. Alors il exigea sa main pour sceller leur union. Fidèle à elle-même, Scampi l'envoya chier de la plus belle des façons possibles, que je ne peux malheureusement pas répéter ici, et le frère et la sœur repartit indignés devant une telle proposition. Hercule leur hurla « Ah oui, eh bien, si vous prenez comme ça, venez, allez-y. Venez donc essayer d'écraser vos banales petites coquilles de noix sur mes murs infranchissables et indestructibles. On verra lequel d'entre nous va bien rire. Tu verras, Scampi, tu me supplieras un jour de te prendre. Et à ce moment, c'est moi qui te jetterai comme une merde. » Elle fit semblant de ne pas écouter. Puis ils retournèrent à leur navire, afin de réfléchir à une nouvelle solution. C'est vrai, ils ne pouvaient pas foncer dans le tas. C'était impossible. Ils auraient eu beaucoup trop de pertes pour une seule île. Alors ils décidèrent de rentrer chez eux car ils avaient peut-être trouvé une bonne solution. Hercule, voyant la flotte de ses ennemis repartir, fut tellement joyeux de cela qu'il déclara officiellement ce jour comme férié, le jour où ils avaient vaincu la flotte la plus puissante. Mais malheureusement pour lui, sa joie n'était que de courte durée. Les navires de guerre revinrent 3 mois plus tard. Hercule n'avait rien perdu de sa confiance, au contraire même. Entre-temps, il avait fait construire de nouvelles tours de guerre, rendant sa forteresse encore plus puissante. Il s'installa au sommet de l'une d'entre elles, et il ne cessait de regarder au loin tous ces bateaux qui semblaient tellement petits et insignifiants à ses yeux. Aucun d'entre eux ne pouvait percer ses murs. Aucun d'entre eux ne pouvait le détruire. Enfin, du moins, c'est ce qu'il pensait. Car au milieu de cette immense flotte, il y avait 3 nouveaux bateaux. 3 bateaux qu'il remarqua très rapidement, mais qu'il ne reconnaissait absolument pas. Qu'est-ce qu'il pouvait avoir de si spécial pour être dissimulé au milieu de la flotte? Quand ses officiers jetèrent un coup d'œil aussi sur les navires, ils remarquèrent plusieurs choses sur eux. Premièrement, ils n'avaient pas de canon sur les flancs. Deuxièmement, leur coque était renforcée. Elle était même très épaisse. Et les bateaux très larges, comme si ces navires étaient prévus pour transporter quelque chose de lourd, mais pas forcément pour se battre. Est-ce que Scampi et Bigorneau avaient prévu des bateaux pour transporter du matériel, des munitions, ou une immense armée qui était prête à aborder la ville? Quand les 3 bateaux furent bien installés, ils firent sortir de leur cale un canon chacun, un unique canon, très grand, très épais, et qui avait probablement une très grande portée de tir.
Lorsque tout fut mis en place, les 3 navires ouvrirent le feu sur l'île de la Tortue, et les 3 obus qu'ils venaient de tirer tombèrent tous les 3 dans le centre-ville, tuant au passage plusieurs civils qui ne s'y attendaient absolument pas. Et Hercule comprit alors dans quelle merde il venait de se mettre. Qu'importe ses fortifications. Maintenant ses ennemis avaient de quoi les détruire à distance, et lui il n'avait pas de quoi contre-attaquer. Il n'avait que quelques poignées de vaisseaux et ceci n'était absolument pas suffisant pour une contre-attaque. Le bombardement dura comme cela durant plusieurs jours. Les nouveaux navires mortiers, n'ayant pas vraiment la possibilité de pouvoir viser, à cause du mouvement des vagues, et surtout qui prenaient une bonne trentaine de minutes à recharger. Ça et du fait qu'il fallait aussi attendre qu'ils se remettent bien en place, car leurs canons étaient si puissants que la force des tirs les faisait descendre presque en dessous de la ligne maximale de flottaison du bateau, ce qui pouvait bien sûr le mettre en danger, mais ces 3 prototypes étaient très bien conçus, et il fallait juste leur donner un peu de temps. Au bout de plusieurs jours, ça y est, les obus tombèrent sur l'épaisse muraille, la faisant exploser en éclats, l'île ayant déjà reçu de lourdes pertes, aussi bien humaines que matérielles, qu'elle ne pouvait pratiquement plus se défendre. Alors lorsque Scampi et Bigorneau lancèrent l'attaque, les habitants de l'île tentèrent de fuir. Mais pour aller où? Les 2 Manbernic avaient déjà pratiquement tout détruit. Qu'importe où ils iraient, ils finiraient toujours par retomber sur leur territoire. Alors afin de sauver leur vie, tous ceux qui décidèrent de ne pas se battre se rendirent immédiatement. Hercule, trop fier pour accepter la défaite, décida de se mettre sur ce qu'il restait de ses remparts. Il attendit que Scampi puisse le voir, et à l'instant même où les 2 personnages échangèrent un regard, Hercule se donna la mort devant elle, afin de la faire culpabiliser une toute dernière fois. Mais à ce moment, elle n'avait que faire. Ça y est, elle et son frère avaient enfin réussi ce qu'ils avaient toujours rêvé. Prendre leur ancienne île, afin de définitivement tirer un trait sur leur ancienne vie, et pour pouvoir officiellement commencer une nouvelle. Une vie qui serait forgée sur les larmes et le sang, et dans laquelle le monde entier se souviendra toujours d'eux, comme le duo de frères et sœurs pirates, les plus puissants et les plus impitoyables que les océans n'auraient jamais connus. Et voilà, ça aurait dû se passer comme ça. Oui, c'était beaucoup plus adulte, un peu plus violent, voire même carrément plus violent. Mais c'est bon, le public avait un peu grandi, et puis de toute façon, on va pas se le cacher. Les enfants qui regardaient ce dessin animé, ils ont aussi regardé Pirates des Caraïbes. C'est vrai, avouez-le. Vous avez regardé les 2 lorsque vous étiez plus jeune. Et est-ce que pourtant, Pirates des Caraïbes vous avait choqué? Absolument pas. C'était tout à fait normal de le regarder. Alors, pourquoi pas regarder cette série? Pour moi, il n'y avait pas de problème. Mais bon, comme je vous l'ai dit, le public n'a pas demandé la suite, alors on a vite arrêté. Mais des fois, je me demande, est-ce qu'à votre avis, on aurait pu concurrencer One Piece avec ça? Oh, peut-être pas quand même, mais... Ah, je suis sûr qu'on aurait pu aller loin tout de même. Ouais, je suis sûr. Vraiment, ça m'emmerde que c'est pas sorti. Ah, vraiment, je suis sûr qu'il y avait du potentiel, de très très gros potentiel. Mais bon. Mais attendez, j'y pense. Oula, il se fait tard, dis donc. Bon bah, vous savez quoi? Moi, je vais rester ici et je vous attends pour une prochaine. Ah oui, j'y pense. Il va falloir que je m'absente bientôt. Je ne vous dis pas quand, car moi-même, je ne sais pas vraiment lorsque je vais partir. Je ne partirai pas définitivement, mais pendant peut-être 2 ou 3 semaines, je ne serai plus présent sur la chaîne. Mais ne vous inquiétez pas, le gérant de celle-ci sera toujours présent pour vous proposer quelque chose. Et j'ai même un ami à moi qui travaille dans un sujet qui pourrait vous intéresser. Disons que c'est quelque chose que vous faites très régulièrement, et qui lui aussi cache ses petites parts de mystère et de côté creepy. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant, vous verrez bien. Allez-y tout le monde, moi je reste là, et je vous attends dans une semaine, afin de vous raconter d'autres anecdotes de vos dessins animés préférés, qui cachent parfois d'horribles secrets.